podcast de Jocelyn No. Bonjour et bienvenue dans votre moment de détente et de bien-être. Aujourd'hui, je suis avec Manon Ouette. Bonjour Manon. Bonjour Jocelyn. J'ai la tradition de proposer les interviews dans un lieu que tu souhaites. Et toi, tu m'as dit de suite chez moi. Pourquoi ? Pour moi, ça a toujours été ma zone de confort. Ça a toujours été important, du coup, dans tous les clubs où je suis allée, d'essayer de trouver un appartement qui me plaisait et de le mettre à mon image. Là, je suis en plein déménagement, donc c'est un peu moins le cas. Mais ouais, c'est un endroit là où je me sens très très bien. Oui, là, en fait, il faut dire qu'il reste plus beaucoup de meubles parce qu'on est en fin de saison et voilà, tu déménages bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres lieux qui sont pour toi des lieux ressources, des lieux où tu te sens bien, que ça soit ici en Touraine depuis que tu es à Chambray ou dans d'autres endroits ? Ouais, mes lieux ressources se situent bien souvent auprès de mes proches. C'est plus associé à des gens qu'à des lieux, vraiment. Mais c'est vrai que, après ça aide, mais mon frère habite à Tahiti, donc comme lieu ressource, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis mes parents qui habitent en Sarthe, voilà, c'est vraiment la maison familiale où on a grandi, on a des super souvenirs, donc c'est vrai que je m'y sens très bien aussi. Et puis là, j'en ai trouvé un il y a un peu moins de 2 ans, qui est le sud du Maroc, qui a été vraiment un coup de cœur pour moi, pour pas mal de raisons. Donc voilà, mais c'est vrai que dans mes voyages, souvent je me fais vite cette analyse. Je suis pas seulement en voyage, j'essaie de capter si je m'y sentirais bien, si j'y restais un peu plus longtemps. Et il y a eu quelques autres lieux que je vais bientôt avoir le temps d'aller visiter, quoi. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un bonjour aussi à ton frère, que je connais bien, et aussi bonjour au Maroc. Alors, souvent on dit que les lieux refuges représentent une part de nous-mêmes. Alors, selon toi, quelle serait cette part de toi dans ces fameux lieux refuges ? Qu'est-ce qu'il y a en commun peut-être ? Alors, vraiment, il y a cet attachement familial qui est assez évident. Et puis ensuite, il y en a un autre qui a été une vraie révélation, comme si je le ressentais avant, mais il a fallu que j'y passe un peu de temps, ça a été le sud-ouest. Globalement, tous ces lieux, c'est autour de l'océan. C'est autour du calme, autour de tout cet environnement, autour de la nature, en fait, qui, moi, me parle beaucoup, m'apaise beaucoup et me ressource. J'ai ce sentiment-là, donc je me suis retrouvée à Cap-Breton en 2010 pour une première rééducation de genoux. Et puis c'est vrai que, voilà, du coup, pendant un mois et demi, j'ai vécu avec une vue sur l'océan et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je trouvais que du coup les gens étaient beaucoup plus calmes et justement beaucoup plus centrés sur tout ça. Ouais. Et voilà, j'ai retrouvé ça à Tahiti, j'ai retrouvé ça au Maroc avec des gens vraiment détente et dans un état d'esprit qui me correspond beaucoup. Reconnecter à la nature peut-être aussi ? Ouais, je pense. J'ai grandi vraiment au milieu de la nature en Sarthe et c'est vrai qu'ensuite j'ai fait des choix professionnels d'aller m'installer dans des villes pour mon métier. Mais je me suis toujours dit à chaque fois que j'allais quelque part, donc ça a été Orléans, Metz, Valence, l'Allemagne, ça a été que des endroits, là, Tours, où je me suis dit c'est chouette, il y a plein de choses à découvrir, mais ce n'est que passager. J'avais le sentiment que je construirais ma vie plutôt au bord de l'océan, quoi. Et c'est vrai que là, tu nous as donné différentes villes. Toutes, elles ont un point commun. Ce sont des villes, des grandes villes de handball féminin. Parce que, alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, Manon, alors j'ai dû faire une sélection parce que si on doit faire vraiment ta fiche Wikipédia qui est très très grande, on y passerait 1 heure. Mais en tout cas, voilà, tu es joueuse de handball professionnelle, 3 fois championne de France, 5 fois meilleure ailière gauche de France, 1 fois meilleure ailière gauche en Ligue des Champions. 248 sélections en équipe de France, avec cette équipe de France championne d'Europe, championne du monde, vice-championne olympique. c'est pas mal. Et aussi chevalière de l'Ordre du Mérite. Est-ce que tu veux que je rajoute quelque chose sur cette fiche traditionnelle ? Je suis en train de mettre des guillemets avec mes doigts, Wikipédia. Ouais, c'est important pour moi aussi, malgré tout, le palmarès, parce que après, il se cache évidemment plein de choses derrière tout ça. Mais ça a été des succès et des aboutissements de carrière immenses et qui encore aujourd'hui, voilà, c'est une reconnaissance aussi. Et ça a été des expériences, des parcours de fou et une chance de participer à bon nombre de compétitions parce que nous, finalement, on n'est pas lié à un chrono, on est lié beaucoup au choix d'une personne qui va nous sélectionner ou non dans un collectif. Donc j'ai eu la chance tout au long de ma carrière que des gens me fassent confiance et à un moment donné me donnent la chance de vivre ces compétitions. Puis ensuite, ça a été à moi et au reste du collectif de se donner la chance d'aller au bout, mais il fallait déjà y être, quoi.
Ouais, ça c'est clair. Et est-ce que tu es fier de ce palmarès? Ouais, bien sûr, bah, c'est ça, la réalisation, elle n'a pas forcément lieu au moment où on gagne. Ouais. Évidemment, il y a une explosion de joie, mais voilà, on se rend compte petit à petit ensuite quand les gens viennent nous voir et puis vraiment sont admiratifs du parcours, des valeurs, de ce qu'on a pu dégager, inspirer. Mm. Moi, j'ai croisé du coup, des jeunes maintenant qui arrivent au handball et qui arrivent en centre de formation et qui m'ont dit j'ai commencé le hand parce que je t'ai vu à la télé. Mm. Ça, c'est vrai que c'est génial, quoi. Ça, ça prend sens en fait un petit peu tout ça. Mm. Mais sinon extrêmement fier parce que encore une fois je connais la difficulté du parcours et que voilà quand on vient d'un tout petit village, on est issu d'une famille de sportifs mais de sport associatif, pas du tout professionnel Mm. et d'arriver jusque là avec les bobos, les galères et tout, c'est ouais, une grande fierté. C'est intéressant, tu parles de fierté et de s'en rendre compte de par. Il y a le côté interne que tu vis, si je résume, et après coup, a posteriori, les retours de la part de différentes personnes. C'est vrai que moi j'ai pu voir quelques matchs à Chambray-les-Tours. Je me souviens, il y a quelques années, quand tu étais encore à Metz, te voir justement à Tours, et là aussi, depuis que tu es à Chambray. Et c'est intéressant de voir le nombre de petites, souvent des petites filles qui ont ton maillot, qui ont un panneau avec ton nom, etc., et qui t'encouragent. Et c'est ultra puissant, ça. Qu'est-ce que ça te fait? Ouais, bah, ce qui est puissant, c'est que moi, à leur âge, j'aurais rêvé Ouais, de pouvoir être fan de sportives professionnelles. Mais bah, au fin fond de la Sarthe, on n'avait pas forcément mm, de référence. Et il n'y avait pas non plus à la télé du sport féminin ouais, qui passait. Donc c'était difficile de suivre. Aujourd'hui, les nouvelles générations ont cette chance-là. Et du coup, bah, nous, ça nous fait une responsabilité supplémentaire de devoir être aussi des modèles. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à prendre du temps. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on m'apprécie dans le milieu du handball, c'est parce que systématiquement, partout où je vais, je prends le temps de signer des autographes, de prendre des photos, parce que je m'imagine en fait à la place de ces enfants-là et j'aurais adoré ça. Et ce que je trouve génial, c'est qu'il y a des petits garçons aussi. oui. Et là, j'ai un petit garçon qui m'a demandé un maillot qui était hier dans le COP des Ultras de Chambray. Et en fait, ben, mais c'est génial, quoi, des petits garçons Mm. qui sont fans de sportives. C'est Génial. très nouveau, je Ouais, pense. c'est vrai, c'est vrai. Et du C'est coup, bien que tu le dises, ouais. ouais, et je m'en suis rendu compte à un moment, à un match où j'étais blessée en tribune, et je voyais des petits garçons qui criaient Agathe, Agathe, et j'étais là, mais c'est incroyable. Je pense que ça, c'est très nouveau, et il faut encourager les petites filles, bien sûr, à se créer des modèles, mais aussi les petits garçons à pouvoir être fans de sportifs, quoi. Exactement. C'est pas une question de genre, c'est une question de Mm. passion, d'énergie et de référence, de Ben, référent. on voit que les petits garçons, ils font pas je pense, ils font pas du tout la différence, c'est ça. Bien sûr. Ils viennent et ils prennent part à l'énergie du gymnase, à l'énergie que nous, on donne sur le terrain, et du coup, ouais, c'est magique, quoi. Ah, c'est des humains, quoi. C'est génial. Et alors, je te demandais voilà, si tu étais fier de ce palmarès. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu es fier? Autre que de ce palmarès ou en tant que joueuse? Ouais, bah c'est vrai qu'on m'avait dit, et ça, c'était une phrase qui m'est beaucoup restée, que je savais bien m'entourer. Et du coup, ça, pour moi, c'est très important. Et j'écoutais aussi Joe Wilfried Tsonga en interview qui disait, bah, à la fin de ma carrière, ma plus belle victoire, c'était de finir cette carrière entourée de mes proches. Hmm. Et en effet, là, j'ai la chance de vivre cette même expérience, de me rendre compte qu'au fur et à mesure des 10 années professionnelles, 15 années, 20 années à être sur un terrain de handball en tout, bah voilà, ce qui me reste, évidemment, c'est ce palmarès, ces médailles, mais surtout énormément d'apprentissage. Et puis, la famille qui est toujours là derrière moi et les amis que j'ai pu me créer au fur et à mesure des années grâce à ce sport qui viennent du handball ou des alentours. Mais voilà, toutes ces connaissances et toute cette expérience et toute cette tolérance que j'ai développée à vivre en communauté depuis toutes ces années, quoi. Et justement, bah, tu nous parles de fin de carrière. On dit que là, ton appartement est presque vide. C'est parce que bah, il y a seulement quelques jours. Donc là, à l'enregistrement, on est le 23 mai 2024. Et il y a encore quelques jours, tu as annoncé officiellement que tu mettrais un terme à ta carrière professionnelle en cette fin de saison. D'ailleurs, j'en profite parce que tu es beaucoup sollicité. Il y a encore eu match hier soir. Merci de prendre le temps. Encore une fois, voilà, quand tu dis que tu es disponible, bah voilà, tu es disponible. Je t'ai demandé et tu as fait un grand oui. Et on a trouvé une date et merci beaucoup pour ces disponibilités-là. Pourquoi tu décidais de mettre un terme à cette carrière? Bah, ça a été une longue réflexion, en effet. Et la décision, elle est prise depuis décembre. Donc depuis maintenant plus de 6 mois. Et ça s'est présenté petit à petit. C'est vrai que je suis fatiguée physiquement, je suis fatiguée mentalement. Ça a été une carrière qui a été très dense, où il s'est passé énormément de choses, mais vraiment à l'image
de la personne que je suis aussi. J'ai besoin de tout vivre très intensément, mais ce qui fait que du coup, ça engendre aussi pas mal de fatigue. Et je savais que j'allais pas pousser ma carrière au max, du max, du max. Là, cet été, j'aurai 32 ans. Ça me semble être déjà très riche et j'ai toujours eu aussi envie de plein de choses en dehors du handball. Et c'est vrai qu'une carrière de sport professionnel, ça demande beaucoup de temps, de sacrifices, ne serait-ce que l'endroit où on vit. Et puis voilà, les entraînements le soir, les déplacements les week-ends, c'est un rythme particulier. Et du coup, je commençais à peser le pour et le contre, à faire le rapport entre les bénéfices et les sacrifices. Et j'avais le sentiment que les sacrifices prenaient le pas sur les bénéfices dans ce que je vivais. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, je préfère au mois d'août, de septembre, plutôt que de reprendre une saison, je préfère voyager, démarrer des projets entrepreneuriaux. J'avais plein d'idées. Et vu que ça débordait, que j'avais plus envie de ça que de refaire une saison de hand, ça s'est imposé à moi, quoi. Et est-ce que, bon, j'ai l'impression que c'est un peu une question rhétorique parce que dans ton explication, il y a déjà un peu la réponse, mais est-ce que tu es aligné avec ce choix? Oui, et en fait, je l'étais au mois de décembre et janvier quand je me justifie, et, enfin j'argumente en tout cas auprès des staffs, parce que Chambray voulait me garder, parce que Nantes voulait me recruter. Et en fait, au tout début, les gens sont un peu surpris parce qu'en fait, je continue à performer, donc ils se disent tant qu'elle performe. Mais non, j'avais envie que ce soit un choix de ma part. Mais je savais pas dans quel état j'allais être là fin mai, à me dire peut-être regretter, à me dire ouais, mais finalement, et en fait, pas du tout, mais même au contraire. Là, j'essaye de profiter des derniers instants, mais je suis soulagée en fait. Donc, qu'est-ce qu'il en sera dans un mois, dans 2 mois, je sais pas, mais en tout cas, ma décision, elle est tellement. J'ai tellement pesé le pour et le contre que je m'imagine mal dans un mois ou deux regretter ce choix. Ouais. Et forcément, on est en 2024, à la fin de l'année, il y a les JO, on parlait d'équipe de France. Est-ce que tu as envie de finir avec l'équipe de France? Est-ce qu'il y a une possibilité? Ben, moi, quand j'ai pris ma décision au mois de décembre, ensuite je me suis blessée. Enfin, ça a été en même temps un petit peu tout ça. Mais j'ai été off pendant 4 mois. Donc là, j'ai repris, j'ai joué que 4-5 matchs. Ça s'est de nouveau bien passé et ça va. Mais j'ai mal. Ouais. J'ai mal en fait tous les jours, vraiment dans le quotidien, à mes 2 genoux et notamment plus à mon genou gauche. Et du coup, très compliqué d'envisager, même si je l'ai fait, parce que j'en rêvais de terminer sur les JO à la maison et que dans les discours des sélectionneurs, j'avais toujours ma chance. Et puis on a éclairci un peu la question la semaine dernière, justement avec le sélectionneur, et il m'a dit, bah écoute, t'as mal quoi, t'as mal tous les jours, sauf qu'une prépa olympique, c'est 2 entraînements par jour pendant 1 mois et demi, et qu'ensuite c'est un match tous les 2 jours. Donc on n'a pas envie non plus de t'emmener et puis que t'exploses ou que ça se passe mal, ou que derrière eh ben on commence à te préparer et puis que finalement c'est trop juste, on doit préparer quelqu'un d'autre. Enfin voilà, c'est pas, ça n'engage pas que moi, là, ça engage la nation, quoi. Donc voilà, c'est ce genre d'événement où soit tu y participes pleinement, soit il faut laisser sa place, quoi. Donc j'ai compris. Et puis ça aussi, quelque part, ça me semblait compliqué à assumer. Et voilà, je voulais pas l'assumer à moitié. Ouais. Donc moi, je lui ai dit, si tu me prends en prépa olympique, je pourrais pas assumer tous les entraînements. Il faudra que ce soit quelque chose d'adapté. À ce moment-là, il m'a dit, bah ouais, non, ça, c'est pas jouable. Je dis, bah voilà, encore une fois, j'ai voulu faire preuve d'honnêteté. Et ensuite, c'est à lui de trancher. Et ils ont été très compréhensifs et très bienveillants. Et ils me suivent depuis beaucoup d'années. Ils m'ont suivi là jusqu'au bout. Donc, je suis très reconnaissante. Ok. Merci pour ce que tu es en train d'expliquer avec toute ton honnêteté, de mettre en lumière toutes ces explications. Généralement, pas beaucoup de sportifs pros qui parlent de ce qui se dit en off, justement, comme ça. Et merci. Et ça permet aussi d'éclaircir et mieux comprendre aussi. Pour des personnes qui ne sont pas dans ce milieu-là, qui ne connaissent pas exactement l'histoire de choix, de sélection. Enfin, c'est un autre rythme, c'est une autre ambiance, tu le sais encore mieux que moi évidemment, entre le club et la sélection. Enfin, il y a encore c'est d'autres échanges, je pense aussi. Et merci de mettre la lumière dessus, et franchement, c'est vraiment top. J'avais une autre question aussi tout à l'heure. Je parlais de fiche Wikipédia. Si tu avais le choix de modifier ta fiche Wikipédia pour te décrire sur les premières lignes, qu'est-ce que tu voudrais qu'on mette? Honnêtement, j'aimerais que ce soit écrit par mes proches, quoi. Ouais. Donc quelque chose d'ultra sincère, parce que pour moi, c'est compliqué. Mais par exemple, hier, donc du coup, au dernier match que j'ai joué à domicile à Chambray,
Et ça a été le cas souvent quand je suis partie des clubs. Les gens ont mis mes valeurs humaines avant mes qualités de handballeuse. Et ça, pour moi, c'est gagné. Okay. Honnêtement, quand je suis partie du coup de Fleury, de Metz, d'Allemagne et de Bourg-de-Péage, tous les clubs où j'ai été, et là de nouveau à Tours, à chaque fois, le début du discours, c'est une anecdote en fait, sur l'humain et sur ce que j'ai pu apporter au projet et aux gens, et ce que les gens ont pu m'apporter. Au-delà de... Et ensuite, les gens disent, oui, évidemment, ça nous a plu, les buts que tu as mis, mais avant tout, on se souviendra de ça. Et pour moi, c'est gagné. Ouais. C'est gagné parce que mes valeurs, elles se situent là. Je suis arrivée à Chambray il y a 2 ans. On a fait une soirée avec les bénévoles après 1 semaine à danser le Madison et à chanter des chansons. Et pour moi, c'est ça. Ouais. C'est ça, oui, le sport de haut niveau, l'exigence. Mais avant tout, l'endroit dans lequel j'ai grandi et les valeurs du sport, c'est se lier avec des gens, c'est pas faire de différence. C'est créer du lien et puis aller dans un même projet ensemble. Et ça, pour ça, on a besoin des bénévoles autant que des partenaires, autant que du staff médical, de tout le monde. Donc j'ai compris petit à petit au fur et à mesure des années que j'avais fait cette carrière pour le goût du défi, la compétition, les voyages, etc. Mais avant tout pour créer du lien avec des gens, quoi. Et avoir ce sentiment d'appartenance à un groupe. Et je pense que c'est notamment ça qui va me manquer. Ouais. Ce qui m'intéresse dans tout ce que tu dis, et moi je vois mon filtre aussi en tant que thérapeute, ce que j'entends, c'est aussi que le discours que j'entends sur moi correspond au discours que je me donne moi-même sur moi. Il y a un écho et une résonance équilibrée en fait. C'est en phase entre ce que tu entends de toi et ce que tu ressens de toi, ce que tu écoutes de toi. Ouais, en fait c'est parce que c'est ma logique quand je vais au travail tous les jours ou dans mes relations humaines, mais je souhaite finir un match et finir un entraînement et pouvoir me dire ok, j'ai tout donné, je me suis mis à la disposition des coéquipières, je me suis échauffée comme il fallait, j'ai tout donné au moment où il fallait donner. Et du coup, on peut rien me reprocher, je peux rien me reprocher puisque je me suis donné pleinement et j'ai aussi donné une bonne image. Et là encore, c'est quelque chose qui importe pour moi parce que les gens qui ont payé leur place, qui ont fait le déplacement, qui sont venus nous voir, c'est important. Je trouve que les valeurs du sport et ce qu'on doit véhiculer, ça doit être quelque chose de combatif. On lâche rien et on est solidaire. Et voilà, quand je dis c'est pas l'image qu'on me regarde, non, c'est les valeurs que je transmets. Et quand on me fait des retours, je me dis ok, si ça s'est vu, et que moi je l'ai ressenti. Et franchement, ça fait maintenant vraiment un paquet d'années que je peux dire que je finis chaque match et chaque saison avec absolument aucun regret, quoi. On parle de fin de carrière, fin de quelque chose. Est-ce qu'il y a un début d'autre chose? C'est encore trop tôt? Est-ce que tu vois un peu ce futur proche, moyen proche ou à long terme? Pas forcément donner des détails, etc. de ta vie perso, mais au moins dans une énergie ou une orientation, en fait. Tu vois, de ce futur. J'ai eu l'opportunité de me donner à moi-même des brides de ce que ça pourrait être. Et c'est important parce que les années où j'étais en équipe de France, en Ligue des Champions, le calendrier ne permet pas de prendre du temps off. Ça s'enchaîne à fond. Et les seules vacances qu'on a, en fait, on est un peu amorphe et juste on se repose ou alors vite on va visiter. Mais bon, c'est toujours un peu la course parce qu'il y a très peu de temps. Là, depuis 3 ans, j'ai décidé d'aller dans des clubs de milieu de tableau D1 où il y a Coupe d'Europe ou pas, mais il y a beaucoup plus de temps libre. Tous ces temps libres-là, en effet, je les ai pris pour découvrir un petit peu ce qui pourrait me plaire, donc les endroits où je pourrais vivre, les domaines dans lesquels ça m'intéresserait de travailler, et puis de participer à des choses, c'est-à-dire quand je suis invitée à des événements, à y aller, rencontrer des gens qui font autre chose. Je pense notamment à la team Adidas, où je suis sponsor Adidas depuis des années, et de rencontrer des sportifs qui ont arrêté, par exemple, qui m'expliquent que tout va bien, que c'est ok, qu'il y a plein de choses à faire après. Et je pense que c'est toutes ces découvertes en fait annexes qui ont commencé à façonner un petit peu le projet d'après-carrière. Et progressivement, j'ai décidé d'arrêter ma carrière le moment où j'ai compris aussi, ok, je sais où je veux vivre, ok, je sais avec qui je veux vivre, ok, je sais dans quel domaine j'ai envie de développer des projets. Du coup, j'ai plus aucune raison de ne pas arrêter, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que forcément, quand on arrête toute chose, il y a toujours une phase, ce qu'on appelle de deuil. D'accord ? C'est pas forcément la perte d'un proche, c'est la perte
d'une activité ou même d'un week-end. On a passé un super week-end, et il y a la phase de deuil une fois lorsqu'il est terminé, etc. Et face à cette sensation de perte, toujours se poser la question, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Ou alors, qu'est-ce qui se transforme? Tu as répondu déjà avec tes propres mots exactement de cette façon-là. Ben ouais, moi, ma prépa mentale m'a dit avant le match de Metz, qui était un match important pour moi, en termes d'émotion, un des derniers matchs de ma carrière, dans une salle dans laquelle j'ai joué pendant 4 ans, me dit, pense à déjà faire ta part, parce qu'en fait, souvent, sous pression, on a le sentiment de devoir faire le travail de tout le monde à côté, mais encore plus moi, qui a cette empathie de capter un petit peu les énergies, de vouloir, non, si chacun fait sa part, ce sera peut-être déjà ça sera suffisant, déjà. Peut-être pas pour gagner, mais en tout cas pour passer un bon moment. Et après, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux laisser, qu'est-ce que tu veux garder? Et en effet, de réfléchir comme ça, il n'empêche que les séparations, pour moi, sont toujours des brise-cœurs complets depuis que je suis enfant. Dès qu'on a dû quitter un lieu ou même un lieu de vacances, à chaque fois, j'avais l'impression d'y laisser une partie de moi. Mais on m'a dit un peu plus tard aussi que c'était lié à ma personnalité et au fait que je m'attache très vite aux gens. Ouais. Et que du coup, l'inverse fait que quand je m'en sépare, quoi qu'il arrive, c'est difficile. Mais je préfère vivre comme ça que de m'attacher à rien, à personne. C'est beau ça. Tu parlais tout à l'heure de blessures, si on lit un petit peu entre les lignes aussi, une des raisons principales de l'arrêt, c'est ton corps qui parle. Et justement, quelle est ta relation entre ton corps et ton esprit aujourd'hui? Ou est-ce que tu mets de l'importance entre le lien entre les deux, entre le corps et l'esprit? Maintenant, oui, mais c'est ultra récent. Ouais. Beaucoup trop récent par rapport à mon parcours. Mais c'est vrai que dans le sport de haut niveau, si on ne se fait pas accompagner suffisamment tôt dans cet apprentissage de la relation entre le corps et l'esprit, et si derrière les staffs élargis ne prennent pas en compte ça, et en fait on est machinalisé et c'est jamais assez, il faut toujours en faire plus, et t'as mal mais tu dois jouer quand même, etc. Et moi très tôt j'étais là-dedans, je suis une machine, que j'ai mal, que j'ai pas mal, je joue. Plus j'ai mal, plus je vais m'échauffer longtemps, plus je vais m'entraîner dur pour que les douleurs, je les oublie un petit peu. Et j'ai été là-dedans pendant toute ma carrière. Donc il y a eu des moments de rupture, donc ligaments croisés à gauche, à droite, et puis pas mal d'autres petites choses. Et puis rupture psychologique aussi avec un burn-out long. Mais tout ça est très lié en fait. Tout ça est très lié et on a eu du mal à définir pendant cette période-là si c'était parce que mentalement c'était difficile et du coup mon corps avait mal, ou est-ce que parce que mon corps avait mal c'était difficile dans la tête. Et ça aussi c'est difficile à définir parce qu'on a du mal à capter le point de départ. Mais ouais, j'ai un rapport très compliqué et du coup j'en parlais un petit peu, mais c'est mon seul regret de carrière de ne pas avoir suffisamment écouté mon corps, clairement. Et du coup c'est mon objectif d'après-carrière. Mon premier objectif, ça va être ça. Et je trouve que c'est un super objectif de passer les premiers mois, les premières années, le reste de ma vie à refaire un bilan de comment je me sens et d'écouter de nouveau, d'être à l'écoute, parce que c'est vrai que c'est difficile. Enfin, dans le sport de niveau, on n'a pas le temps. Il y a un match dans 2 jours, t'as mal, t'as pas mal, tu strappes, tu prends des médocs et t'y vas. Mais ça, dans la vraie vie, t'as le choix. C'est possible de faire autrement. Donc, je vais être en découverte de tout ça. Mais d'un autre côté, tu parles de regret, comme quoi tu as associé les deux tôt, mais déjà tu l'as associé. Moi j'ai eu le plaisir quand on a échangé justement, soit à mon cadre en massage ou à l'extérieur, où tu t'es permise aussi de m'en parler, de ces idées, de ces questionnements, etc. Mais déjà, et tu nous parlais tout à l'heure aussi d'ailleurs de l'échange, tu t'es autorisé à avoir un échange avec le sélectionneur de l'équipe de France en disant, voilà, moi voici mes limites. Et ça, c'est magnifique. Et c'est pour ça, merci encore d'en avoir parlé pour les différents auditeurs et auditrices, d'oser poser ses propres limites, en fait. Ça vient d'une démarche. Après les Jeux Olympiques, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai passé 5 années et qui m'a inculqué la transparence, l'honnêteté, la sincérité, vraie, quoi. Et du coup, depuis... Parce qu'avant, c'était beaucoup plus flou, moi, mon rapport à l'honnêteté de manière générale. Avec des fois, justement, l'impression de penser que de cacher les choses, ça facilitait, etc. Et en fait, depuis cette période-là, beaucoup plus simple, quoi. Beaucoup plus simple, parce que là,
ah non, je t'expose mes limites, comme ça, toi, tu sais. Mm. Tu sais, puis moi, je suis pas obligée d'aller systématiquement au-delà, puisque finalement, tu es au courant. Et du coup, l'honnêteté envers les autres t'impose une honnêteté à toi-même, déjà, pour commencer. Et ça a vachement assaini mes relations aussi. Et c'est pour ça que je me suis créé un entourage extrêmement, extrêmement fort et voilà, encore une fois, sincère. S'entourer. Ouais, Bien s'entourer. Ça, peu importe le domaine, je crois que c'est vraiment la base, quoi. S'entourer. Quand je dis bien, je ne vais pas mettre de jugement, mais en tout cas de s'entourer de personnes bienveillantes et qui nous ressemblent, en tout cas qui nous parlent et qui sont dans cette énergie commune en fait. Ouais. Et c'est ce que tu as, c'est ce que tu t'es créé, c'est ce que tu reçois. Et c'est ce que je m'efforce de faire tous les jours, d'éloigner du coup les gens et de pas. En fait, ça, on en avait parlé du coup de l'énergie et ça m'avait aussi beaucoup inspiré de se dire il faut aller vers les choses qui te donnent de l'énergie. Et du coup, voilà, maintenant, parce que moi j'aime bien blinder mon emploi du temps et du coup, des fois, je prends un peu de recul, je dis ouais, alors là c'est trop. Qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie? Et dans ce cas-là, ça, c'est pas grave. Si je dois faire un déplacement, prendre du temps, parce que je sais qu'en sortie de ça, ça va me faire du bien. Ou ça, sur le papier, ça a l'air peut-être plus simple, mais par contre, je sais que ça va me bouffer une énergie. Et à ce moment-là, je le mets à un autre endroit, quand je serai un peu plus calme. Et ouais, cette prise de recul, pour moi, c'est le plus compliqué. Mais par contre, c'est le plus bénéfique, quoi. Ouais. Dans un peu moins de 2 heures, je vais faire une conférence là à Tours sur le sujet de la confiance en soi. Selon toi, quel serait le lien entre le sport de haut niveau et la confiance en soi? Et quel rapport tu as justement avec ce sujet-là? Ah, c'est hyper intéressant. Puis dans le sport de haut niveau, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque seconde, tout est remis en question, quoi. Et notamment dans un match, sur un entraînement, parce que des fois, t'es nul, quoi. T'es nul sur un entraînement, ou une semaine, ou un mois. Et du coup, on m'a beaucoup dit, plus jeune, que le plus dur, c'était de se créer un minimum, quoi. Un minimum syndical. Donc là, pour moi, ça part de l'engagement. C'est de se dire, ok, si déjà j'arrive à chaque match, et j'en parle beaucoup aux jeunes, souvent, je leur dis, si déjà, là, t'arrives en première division, t'arrives à replier, on se prend aucune contre-attaque de ton côté, si t'arrives à anticiper tes contre-attaques, en défense, à être concentré, à pas te prendre les petits coups, les rentrées, tout ça. Et voilà, ensuite, en attaque, t'auras 1 ou 2 shoots, tu t'appliques, tu sautes. Les basiques. Et du coup, à chaque fois, je me reconcentre sur les basiques. Moi, pour essayer d'ancrer la confiance en moi, ça va beaucoup, justement, se focus sur... moi, je me suis concentrée sur 2 mots qui sont relax, focus. Parce que c'est ce dont j'ai besoin pour ancrer les choses positives. Je sais que je vais faire des bonnes choses si je suis détendue, si je suis concentrée. Si je commence à m'éparpiller, si je commence à me crisper, si je commence à être ailleurs. Et du coup, je m'efforce de me concentrer là-dessus et de me concentrer sur ma respiration. Parce qu'à chaque fois, quand je commence à paniquer ou à me crisper et que finalement je prends une grande respiration, finalement c'est pas si grave. Donc ouais, il y a plein de petites choses qui moi m'aident il y a eu une construction de confiance en moi, mais pour maintenant stabiliser ça, ça se base là-dessus. Ouais. Ok, les bases, et puis on y revient encore, je me permets, l'entourage, encore une fois, bienveillante qui aide aussi. Ouais. J'ai dit ça à un discours d'avant-match aux filles où on était dans le dur, etc. Et je leur ai dit, attendez, rappelez-vous pourquoi vous êtes là. Ouais. T'es pas là parce que... Pour qui vous êtes là? Pourquoi vous vous battez tous les jours? Et en fait, j'ai vu un petit peu les regards s'illuminer et se dire, ah ouais, ok. Je leur ai dit, moi, là, il y a mes parents en tribune, ils ont fait beaucoup de sacrifices pour moi, je sais qu'ils sont là pour m'envoyer du positif, donc j'ai pas besoin de les regarder, mais... Et puis voilà, pareil pour les gamins du club, pour tous les gens qui font des efforts pour nous. Et j'ai envie de faire le spectacle et de kiffer. C'est pour ça que j'aime bien aussi me connecter un peu avec le public, tout ça. Kiffer le moment, quoi. Et du coup, se reconcentrer sur vraiment pourquoi t'es là, quoi. C'est ce qu'on sent sur toutes les personnes qui ont pu te voir. Moi, avant, je te voyais à la télé aussi, l'équipe de France, etc. On te voit bouger dans tous les sens, entre guillemets, sauter super loin, etc. Sur ton côté, échanger et partager. Et quand on est sur place, de toute façon, j'invite tout le monde dans tous les sports à aller voir les matchs en vrai. C'est là, venir à l'échauffement aussi et de voir la puissance et l'énergie qu'il peut y avoir dans un gymnase, c'est-à-dire sur un terrain et aussi en dehors. Et on sent aussi cette connexion entre le public et toi.
Ça me rappelle, moi, ayant massé pendant plusieurs années aussi un joueur du Tour Volleyball qui s'appelle Nathan, et qui était meilleur joueur du championnat pendant pas mal d'années. Et pareil, qui était le chouchou aussi du public, parce qu'il était celui qui le regardait, qui regardait le public. Il est concentré sur le terrain, efficace sur le terrain, et en même temps vient chercher l'énergie du public. Quand tu es un public, et quand tu sens que ta parole est entendue par les joueuses ou joueurs sur un terrain, tu te donnes encore un peu plus, et là, la communication, ça y est, elle est faite, quoi. Ah ouais, moi je m'en sers. Ouais. Je m'en sers parce qu'aussi je me suis retrouvée plus jeune à jouer à un championnat du monde dans une salle de 20 000 personnes où il y avait 30 Français et tous les autres c'était des Scandinaves, on jouait la Norvège. Et là il faut s'en servir. C'est génial. C'est génial. Il faut transformer ça en quelque chose de génial. Sinon, tu te fais complètement oublier en fait sous cette foule. Et je me suis dit, c'est magnifique. Et derrière, 1 an après, on joue la finale de l'Euro à Bercy. Là, pour le coup, 15 000 personnes et beaucoup de Français. Et là, c'est pareil. En fait, je veux pas faire semblant que c'est pas ce que c'est. C'est une finale de l'Euro en France. Il y a 15 000 personnes. Je veux pas faire semblant qu'ils sont pas là. Donc, j'en ai rêvé. J'ai rêvé d'être devant tous ces gens-là. En plus, ils sont venus nous voir. Ils sont pas venus... à chaque fois, c'est ce que je me dis. Concentrons-nous sur les gens. Ils sont pas venus pour nous juger. Ils sont venus pour kiffer. Ils ont envie que tu réussisses puisqu'ils sont venus te voir... Donc, puis même les supporters adverses, ils ont envie de voir du beau spectacle. Je pense qu'ils sont là avant tout pour du handball. Avant tout, ils ont pas envie que tu rates. Donc je me concentre sur le kiff, vraiment. On reste justement dans le kiff, dans le bien-être. Là, pas dans le milieu du sport, mais est-ce que tu mets en place, et ça c'est une question un petit peu récurrente que je demande dans toutes mes interviews sur mes podcasts, est-ce que tu as une routine de ton côté, de bien-être, que tu as mis en place? Ouais, alors moi je galère à tenir des routines, mais là je pense que je parle pour... Comme tout le monde, beaucoup de gens. Pour une bonne partie des gens, je suis pas quelqu'un de discipliné du tout. C'est paradoxal, mais le sport de haut niveau, j'y vais, on m'y attend, je suis payée pour, c'est mon travail, donc je suis disciplinée à l'intérieur de ça. Mais pour se mettre une discipline, et je trouve ça, j'admire beaucoup les gens qui du coup font du sport loisir, puisque là il faut s'y motiver, alors que nous on est payés à faire ça. Bon, et du coup j'ai du mal. Par contre, ce que j'ai fait en effet, c'est d'ancrer les choses qui me font du bien. Et là, ça peut être des petites choses, c'est que tous les matins, je me lève, je commence par boire un verre d'eau. Qu'est-ce qui me fait du bien ? Ça me fait du bien d'aller me promener dehors, ça me fait du bien de passer du temps avec mes copines, ça me fait du bien de me faire à manger un bon petit déj tous les matins. Ça, c'est plein de choses qui me font du bien. Et du coup, je les ai toutes notées sur une feuille. Et ça me fait du bien d'allumer des bougies, de regarder une série. Et en fait, j'essaye d'en faire un maximum dans ma journée. Parce que ça me fait du bien d'être avec mon chat, ça paraît des petites choses, sauf qu'en fait, les jours où on est stressé, où on est saoulé, c'est des choses qu'on oublie de faire. Et du coup, mais c'est hyper important. Et du coup, je m'oblige à faire des choses qui me font du bien. Ça paraît stupide, mais je pense qu'en étant ancrée sur ces trucs-là, et je m'oblige pas à les faire tous les jours. Il y a des fois, j'ai la flemme et du coup, je vais pas me promener. Et du coup, je sais que ça me ferait du bien de me promener, mais j'en ai vraiment pas envie, quoi. Et tant pis. Je compense avec autre chose. Je me dis que demain, j'aurai plus d'énergie et c'est OK, quoi. Ben, c'est exactement ça. Les choses qui font le plus de bien, souvent, la plupart du temps, sont les choses les plus simples. Et justement, face à la complexité des pensées, des émotions, quoi que ce soit, toujours revenir à la simplicité de l'action et en prendre conscience dans les ressentis, justement, d'entendre, de toucher, de sentir, etc. Et j'adore les phrases qui commencent par « ça peut paraître bête », et à un moment donné, c'est ce que ça peut paraître bête, parce qu'en fait, le cerveau, il a en tête, toi, tu ressens le bien-être que ça te procure, et quand ton cerveau est en train d'organiser la phrase que tu vas dire, en train de dire « mais attends, mais ce que je suis en train de dire, c'est tellement simple, et pourtant, dans moi, ça me fait tellement de bien », et tout de suite, on se dédouane en disant « ah, ça peut paraître bête », mais donc ça, quand la phrase commence comme ça, c'est qu'elle est toujours juste, et qu'elle est ultra puissante, en fait. Donc, il n'y a rien de bête, entre guillemets, c'est vraiment, oui, c'est simple, et aussi, ça fait du bien. La simplicité peut faire du bien. De toutes les générations, j'ai envie de dire, on nous dit beaucoup, le travail, il faut que ça soit difficile pour arriver à la réussite. Pas forcément. C'est justement aussi les choses faciles
pour toi, pour toi, c'est facile d'être sur un terrain alors que ça demanderait des heures et des jours de préparation pour essayer d'avoir ton niveau et on ne peut pas l'avoir. Alors que pour toi, c'est plus simple, tu vois. Et ça, dans tous les métiers, dans toutes les activités où on fait de la broderie ou autre. Et voilà, donc revenir à la simplicité. Ouais, mais il y a quelque chose, je pense, qui est important à dire aussi, qui va tout à fait avec ça, c'est que là, quand j'étais blessée, et pas par rapport à ma blessure, mais à chaque fois dans ma carrière, quand j'ai été sur le côté, que j'ai vu les filles jouer, s'entraîner, je me suis dit, mais je fais pas ça, moi, tous les jours. J'y arriverai jamais. Enfin, c'est hyper dur. Là, je les vois courir dans tous les sens, suer, sauter, machin, changer de direction, prendre des contacts. Et je trouve ça infiniment dur à regarder. Enfin, quand je les vois faire, ça me paraît impossible. Et en fait, quand je le fais, ça va. Et du coup, c'est quelque chose qui me rassure pour l'après, parce qu'il y a plein de choses qui me semblent impossibles. Et en fait, en commençant à le faire, tu te rends compte, peut-être, évidemment, il y a un chemin d'apprentissage, mais qu'il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Quoi. Est-ce que tu as des rêves de gosse que tu as réalisés en tant qu'adulte ? Mais pas forcément d'adolescence, je dirais. D'adolescent, mais j'avais un peu fixé 3 gros trucs, je pense. Ce souvenir-là, y avait les jeux. Mais comme quelque chose, c'était vraiment de l'ordre du rêve irréalisable, quoi. Donc bon. Mais comme certains jeunes ou enfants qui pourraient t'entendre là maintenant et qui rêvent de ça aussi. Oui, parce que quand il n'y a pas de chemin, quand tu vois même pas le chemin en fait. Parce que nous, vraiment, enfin, quand j'étais ado, il n'y avait pas la télé, je savais à peine que le hand ça pouvait être professionnel, enfin, donc il n'y avait pas de chemin, mais voilà, en tant que sportive jeune, forcément les Jeux Olympiques, ça, c'est la référence. Quoi. Donc les Jeux, j'avais envie de faire un tour du monde et j'avais envie de créer quelque chose, de créer une entreprise. Donc ça, j'ai créé en 2019 une auberge de jeunesse. Je l'ai revendue depuis et j'ai bon espoir de remonter des projets comme celui-ci ou d'autres projets, d'essayer de créer des choses qui changent un petit peu la donne. Où, là, l'idée, c'était de créer un lieu de vie, un lieu d'échange, de partage, et pour que les gens puissent se créer des souvenirs et rencontrer des gens de partout. Et puis voilà, après le tour du monde, là, c'est un projet de voyage. Je ne sais pas si ça sera purement un tour du monde où je pars pendant des années, etc. Mais ça peut être aussi des destinations comme ça, assez régulières. Et je suis plutôt quelqu'un, je ne suis pas tellement sac à dos à passer 2-3 jours et à me dépêcher à visiter. Moi, j'aime bien m'installer et vraiment essayer de capter l'ambiance, le lieu, rencontrer des gens. Donc ça serait plus passer 1 mois, 2 mois dans un endroit, peut-être plus. En fait, vraiment y aller au feeling. Le rêve, c'est de prendre un billet aller et ensuite de se laisser porter. Quoi. Ok, là, c'était tes prochains rêves, quoi. Enfin, ton prochain rêve. Yes. En parlant de gosse ou d'adolescente, est-ce que tu peux, si tu acceptes, de nous parler de la Manon, enfant et ado ? Elle était comment ? Ultra timide, mais maladive, mal à l'aise en fait. Mal à l'aise. À l'aise dans ma zone de confort. Vraiment, j'ai grandi dans un village où en fait, entre la maternelle, le collège, le lycée, tu grandis avec les mêmes personnes. Donc, puis c'est les familles de... Moi, j'ai un frère et une sœur. Donc en fait, ça se recoupe. Puis avec le sport et les lieux de vie. Mais timide, quoi. Timide, à pas pouvoir répondre au téléphone, à devenir toute rouge, ce malaise en société. Et je suis sortie de cette zone de confort une première fois en allant en sport-études. Un sport-études qui était à 1h30 de chez moi, donc pour mes 3 années lycée. Parce que j'avais malgré tout envie de m'émanciper de cette ambiance village et de découvrir d'autres choses. Donc c'était assez essentiel. Et puis là, j'ai découvert ce sentiment d'appartenance. J'étais à l'internat avec les filles qui étaient en sport-études aussi. Et je me suis développée petit à petit, mais encore assez réservée. Et puis voilà, en fait, ça a été ensuite petit à petit. Je suis rentrée en centre de formation à Orléans. Donc là, j'ai découvert complètement l'indépendance et puis vivre dans une nouvelle ville. J'étais en rééducation en même temps. J'ai découvert aussi des filles d'âges différents, avec des cultures différentes, des éducations différentes. Donc des fois, des réactions qui ne sont pas les mêmes que nous, toutes nos familles là, qui grandissent dans les villages. On n'a pas les mêmes éducations, mais ça se ressemble beaucoup plus que des filles qui ont grandi un petit peu là, dans toute la France. Donc je me suis pris une grosse claque. Et puis progressivement, c'était dur au début, très dur. Et puis progressivement, je me suis adaptée. Et je voulais absolument garder mon identité. Et malgré tout, m'adapter à ce qu'est la vie en communauté, parce que c'est indispensable, quoi. J'étais un peu sauvage, je pense, au final. Je le suis encore, mais ça, je me suis
En fait, la sociabilisation, pour moi, c'est la base de tout. Ouais. Mais en fait, il a fallu s'adapter. Il faut s'adapter à son environnement, quoi. Et je trouve ça génial, cette adaptation permanente. Pour terminer, juste quelques petites questions. Merci vraiment pour ces échanges. Est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont marqué, qui t'ont révélé, des personnes en fait qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore? Ouais, moi j'ai eu la chance que ce soit du coup tout au long de ma vie, puisque dans le don de soi, moi mes parents ont été total, vraiment ils ont dédié leur vie à nous. Donc ça déjà c'était quelque chose bah voilà, ça, en fait ça c'est très inspirant déjà de faire ce don là. Ensuite moi du coup j'ai mon frère qui, quand j'ai grandi, et ça j'ai entendu pas mal de sportifs de haut niveau relater ça, lui ça a été le premier à me sortir de ma zone de confort, puisqu'il avait 6 ans de plus, c'était un garçon, mais tous les jours il me mettait au défi avec cet esprit de compétition, à me défier sur tout et n'importe quoi, n'importe quel jeu. Et je pense que ça a développé cet esprit de compétition. Et puis ensuite, progressivement, ouais, ça a été des rencontres. Des gens qui croient en toi dans des moments où il y a plus grand monde qui y croit. Et puis qui arrivent à voir... Ça, des fois, je suis tombée sur des gens qui m'ont dit, mais on va être amis, quoi. On va être amis, je t'ai choisi un petit peu. J'ai eu ce truc-là, des fois, dans ma vie. Et j'ai trouvé ça fou, parce que du coup, j'étais tellement timide, mais qui réussissait à voir la part de moi qui était bienveillante. Et du coup, après, je me suis efforcée de faire ça avec tout le monde. Et ouais, très inspirée par, en fait, par la bienveillance. Par la bienveillance des gens, ouais. Est-ce que toi, tu as conscience que toi aussi, tu es inspirante? En tout cas, j'essaye. Ouais. J'essaye dans ces valeurs de sincérité, d'authenticité. Quand on me pose une question, je vais répondre ce que je pense, mais pas dans quelque chose de frontal. Ou des fois, je peux l'être, hein, du coup, forcément, ça va avec le personnage. Mais j'ai l'impression que cette sincérité et cette authenticité, même si parfois, des fois, ça peut un petit peu surprendre ou quoi que ce, même si j'ai le sentiment de quand même de réussir à mettre les formes les 3 quarts du temps, mais c'est quelque chose qui est assez apprécié au final. Et du coup, j'essaie de m'ancrer là-dessus parce que je sens que c'est ce qui me va le mieux. Et comme ça, quand je termine une aventure ou quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et même pour en démarrer une nouvelle, les gens ils me posent des questions, je leur réponds sincèrement. Et je trouve que c'est tellement plus simple pour créer du lien avec les gens quand directement on se confie de manière honnête, quoi. Et là, dans des auberges de jeunesse, en voyageant, on discute et au bout de 2 minutes, je dis moi si on me demande mon parcours, je dis j'ai galéré sur ça, mais j'ai gagné des trucs, ça c'est bien. Et en fait, direct, je suis en train de me confier. Et du coup, les gens se sentent aptes à se confier eux-mêmes et puis on crée du lien assez rapidement, quoi. Est-ce que tu as un peu répondu déjà depuis le temps qu'on est ensemble? Est-ce que tu as des valeurs qui te sont proches, qui sont importantes pour toi? Vraiment, c'est fait partie de tes piliers. Ouais, l'authenticité, évidemment, c'est ça, ne pas oublier d'où je viens. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir une éducation où on m'a fait confiance, quoi. Et du coup, malgré des fois mes ambitions, des fois mes idées un peu saugrenues, à chaque fois ma famille m'a dit ok, vas-y, on te suit là-dessus, tu nous dis, et puis comment on peut t'aider, comment on peut t'accompagner. Et ça c'est incroyable en fait comme chance. Du coup, j'ai toujours eu le sentiment que tout était possible, et du coup j'aimerais bien être sur cette valeur de transmission, parce que maintenant j'ai le sentiment que ce rôle il arrive de manière progressive et assez naturelle, de réussir à transmettre la bienveillance qui m'inspire, à transmettre le fait que ce soit possible, et même avec, et encore plus peut-être avec des personnalités un peu atypiques, parce que je pense qu'il faut tout dans un collectif. Ouais, valeur d'authenticité, de transmission et de sincérité, ouais. Est-ce que tu as un mantra ou une phrase qui te porte, ou en ce moment un truc qui t'anime? J'ai regardé un des films d'Omar Sy, et ça m'anime de manière très... c'est mon actualité, quoi. Mais j'ai regardé le film Demain tout commence. Et du coup, il y a quelques phrases qui m'ont parlé dans ce film-là. Ouais. Parce que ça se termine très mal, et tout autant, c'est très beau, quoi. Ce qu'il arrive à en tirer d'une situation compliquée, ou voilà, d'une séparation, ou d'un gros changement. Donc ouais, Demain tout commence, c'est assez cool. Intéressant. Dernière question. Si tu avais un conseil à donner aux auditeurs, aux auditrices justement qui t'écoutent, ça serait lequel? De nouveau, de s'entourer. Parce qu'en fait, j'ai le sentiment que la confiance en soi,
il y a une vraie recherche interne, mais tu vois, moi, ce travail-là de confiance en moi, eh ben, après, ça va dépendre des gens. Hein. Il y en a qui arrivent à trouver vraiment les clés en eux-mêmes et puis en lisant. Mais moi, toutes les clés que j'ai trouvées, ça a été en essayant déjà, en testant plein de trucs, essayer, plein de trucs différents, discuter avec plein de gens différents et voyez en fait ce qui se passe. Ouais. Ok, ça me plaît pas. Ok, là j'étais hyper mal à l'aise, je vais éviter de me remettre dans une situation comme ça, ou alors je saurais davantage la contrôler, mais ne pas vouloir esquiver les choses en se disant qu'on s'en protège, plutôt du coup aller au devant du truc et voir comment on réagit. Donc ouais, je dirais essayer. Et pour ça, pour pouvoir avoir cette liberté d'essayer, je pense qu'il faut être bien entouré, de manière à ce que quand ça se passe bien, de pouvoir le partager, quand ça se passe mal, de pouvoir aussi avoir du monde autour, quoi. Le partager aussi, ouais. Ouais. Merci beaucoup Manon, merci à toi. beaucoup pour avoir passé ce temps, cette sincérité, c'était vraiment un super moment et je suis sûr que beaucoup de personnes sont touchées justement par tes mots et ça résonneront en eux. C'est aussi le but aussi de ces podcasts. On peut être des personnes extraordinaires, en fait on l'est tous. On l'est tous extraordinaires, on a tous des valeurs, on a tous des sensibilités et des moments de vie où il y a des moments difficiles, mais de voir ce qu'on en fait en fait. Donc c'est vraiment ça, on est d'humain à humain en fait. Ouais, bah j'ai juste une dernière chose, il y a Amina Tasso, une joueuse de mon équipe, qui m'a dit un jour, parce qu'elle s'entend bien avec tout le monde, mais elle m'a dit, mais parce que moi quand je rencontre quelqu'un, je me concentre sur ce qu'on a en commun et pas sur nos différences. Ouais. Et j'ai trouvé ça tellement fort. Bah. Je trouvais ça tellement fort. Elle l'a dit de manière mais vraiment. Je dis, mais c'est ça en fait. Évidemment qu'on est hyper différents. Mais par contre, c'est sûr qu'on a 1000 trucs en commun et qu'il y a forcément quelque chose qui va m'intéresser chez toi. Et voilà, je trouvais ça trop cool. Bah, je crois que c'était le mot de la fin. On finit là-dessus. Hein. Merci Manon encore. Merci à toi. Les podcasts de Jocelyn No.